Voilà, vous devez normalement avoir à l'écran une diapo et on va commencer. Le logo du départ. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je vous rappelle que la réunion est enregistrée. Je me présente, Géraud de Saint-Albin, directeur environnement et transition énergétique à la région. Merci de bien vouloir couper vos micros pour éviter les sons parasites. Alors voilà l'ordre du jour. Donc, il s'agit d'une présentation, une réunion de présentation du bilan carbone du territoire. La région Centre a déjà réalisé un premier bilan carbone qui était le bilan de la collectivité régionale, qui s'appelle compétences et territoire. Et là, c'est la deuxième partie, donc sur la partie du territoire régional, donc, qui vous sera présentée. Donc, c'est la première présentation de ce bilan carbone. La réunion sera enregistrée et le lien sera accessible sur le site web de la COP pour revoir la présentation. Donc, cette réunion va se dérouler jusqu'à 18 h. On essaiera de respecter les délais. Donc, une première partie, une première introduction qui sera faite par Charles Fournier sur le contexte en région Centre. Ensuite, vous aurez la présentation du bilan territoire qui sera faite par le bureau d'études EcoAct, avec une séquence de questions-réponses à l'issue. En troisième partie, il y aura des interventions, des témoignages d'acteurs régionaux qui se sont engagés pour illustrer des engagements très concrets. Et puis, en quatrième partie, sera donner la possibilité de voir comment vous souhaitez vous engager, que ce soit à titre individuel ou au titre de votre structure, collectivité ou entreprise. Donc, vous êtes très nombreux à participer à cette réunion, plus de 430 inscrits. Et puis, le mot de la fin reviendra à Charles Fournier, à qui je donne tout de suite la parole pour l'introduction. Merci Géraud. Est-ce que l'on m'entend bien? Si Géraud, vous pouvez au moins me dire si on m'entend bien. Oui, c'est bon. On m'entend bien, d'accord, très bien. Mais bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes nombreux et vous arrivez encore nombreux. On avait beaucoup d'inscrits pour ce moment important. Peut-être voilà, vous dire que je suis vice-président en charge des questions climatiques et de la transformation écologique et sociale des politiques publiques de la région. Et donc c'est à ce titre que j'introduis cette présentation et les échanges qui s'en suivront. Vous dire que nous sommes dans une région évidemment mobilisée fortement sur cette question de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Nous aurons l'occasion aussi évidemment de présenter ce que sont nos engagements aujourd'hui. Mais avant ça, vous dire dans quel contexte se présente ce bilan carbone. D'abord, un contexte régional, celui de la COP régionale, dont nous aurons aussi l'occasion de parler. Et puis évidemment, tout de suite après la COP26 à Glasgow, dont je reviens, et qui évidemment a un bilan assez mitigé, en tout cas pour tous les observateurs et observatrices, entre ce qui pouvait être attendu, la nécessité de rehausser les trajectoires et les ambitions, et puis les résultats concrets. Aujourd'hui, évidemment, le verre est plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, et donc c'est de nature à poser de nombreuses questions pour la suite. Le dire évidemment aussi tout de suite, les territoires, les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. On estime qu'elles sont nationalement responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et par contre, par leur action, elles peuvent peser sur la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre, par leur politique publique, par leurs interventions auprès des acteurs dans les territoires. Donc, agir à l'échelle régionale, à l'échelle locale sur cette question, c'est évidemment extrêmement important. C'est une partie du chemin. Puis j'ajoute que c'est aussi l'endroit où nous vivons ensemble, où nous pouvons agir ensemble, où nous pouvons nous reconnaître, nous mettre en réseau et porter une exemplarité plus forte. Et donc, moi, j'en appelle évidemment tout de suite après cette COP26 à un rôle majeur des territoires et à commencer par notre région. Vous dire aussi que le dérèglement climatique, il est déjà perceptible à de nombreuses échelles et
pas besoin de trop commenter cela, vous savez, vous en entendez parler, mais les exemples partout dans le monde et jusqu'à plus proche de chez nous se multiplient, des situations diverses et variées de canicules, de sécheresse, d'inondations, l'augmentation du niveau des mers et l'acidification des océans. Bref, partout nous avons des signaux. En ce moment même, au moment où on se parle, l'ONU a reconnu la première famine climatique à Madagascar qui trouve son origine directe dans le dérèglement climatique. Et évidemment, les conséquences sont humaines, les conséquences sont sur le vivant d'une façon générale. Et nous, si jusqu'à maintenant, tout ça pouvait paraître lointain, nous avons aussi des signaux en région Centre-Val de Loire. En 2016, des inondations majeures suivies d'une sécheresse. Et puis, ces événements climatiques importants se répètent, se renouvellent. Alors, ils ne sont pas tous à attribuer au dérèglement climatique, mais la fréquence et la violence de ces événements posent des questions. Par exemple, notre région, à l'horizon de 2040, aura un indice de risque incendie comparable à celui de la région des Landes. Nous avons déjà connu dans la Brenne, en 2020, des incendies importants. On prédit que tous les arbres de la Sologne d'ici à 2050 risquent de mourir en raison des fortes chaleurs de la sécheresse. Donc, les signaux sont là et il nous faut évidemment agir très fortement, dépasser ce que nous faisons déjà aujourd'hui pour nous réinscrire dans des trajectoires. Ces trajectoires, elles sont fixées à la fois par les COP, et la COP 21 à Paris avait fixé des ambitions, évidemment celle de rester à un dérèglement climatique avec une augmentation moyenne des températures à 1,5 degré. On sait aujourd'hui que nous ne sommes pas sur cette trajectoire et que pour tenir ces ambitions, des pays, dont la France, ont adopté des lois, ont fixé des cadres. La Commission européenne, l'Europe, l'Union européenne s'est aussi fixé des ambitions. Et donc, c'est toutes ces ambitions avec lesquelles nous essayons d'être en cohérence. L'Union européenne a d'ailleurs rehaussé récemment ses ambitions avec l'objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ce qui est une marche énorme, très rapide à franchir, évidemment. Et quand on dit des chiffres comme ça, ils ne parlent pas tout le temps à tout le monde, mais quand on ramène cela à l'échelle plus individuelle, on prend la mesure de l'impact très fort. À l'échelle nationale, nous avons la stratégie nationale bas carbone qui nous fixe l'ambition, la perspective, avec ce qu'on appelle les budgets carbone, qui sont les droits à émissions pour tenir les trajectoires. Et donc, vous avez un petit schéma ici qui vous montre qu'il nous faudrait réduire de 10,2 millions de tonnes équivalent pétrole d'émissions entre 2015 et 2030, puis accélérer encore en diminuant de 11,5. C'est assez vertigineux comme chiffre, mais c'est ça ce que nous fixe la loi. Et nous ne sommes pas dans des ambitions autres que celles que fixe la loi. Et même la loi devra être revisitée, mais surtout, il nous faut pouvoir traduire tout ça très concrètement et engager le passage à l'acte. Et puis, si on va sur les trajectoires de notre région, qui doit être la diapo suivante, alors Émilie, merci. Sur la diapo suivante, vous voyez que la région a elle-même élaboré un cadre qui s'appelle le SRADET, Schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, qui est un document issu de la loi NOTRe, qui a confié aux régions des responsabilités en matière de planification, des responsabilités qui sont contraignantes vis-à-vis des territoires infrarégionaux. En tout cas, il doit y avoir une compatibilité entre ce SRADET et les documents élaborés par les territoires, comme ce qu'on appelle les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient intercommunaux ou communaux. Et donc, évidemment, fixer ces ambitions, c'est pour assurer une cohérence générale. Dans notre région, notre ambition est notamment de baisser les émissions de gaz à effet de serre de manière massive en s'alignant sur les trajectoires européennes et à l'horizon de 2050 de baisser de 85% ces émissions. C'est ce qui est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais c'est aussi réduire nos consommations d'énergie, et on voit bien que le sujet est majeur, que la question de la sobriété est sans doute celle sur laquelle nous avons le plus de mal à avancer. Il faudrait réduire de moitié. En gros, nous, on a fixé 43% à l'horizon de la fin de notre SRADET. Donc, c'est assez évidemment une courbe très, très, très rapide. Et pour atteindre ce niveau de baisse de consommation, il y a évidemment de nombreuses actions à engager dans nos manières de vivre, dans nos équipements, à commencer par nos bâtiments.
Nous avons aussi pour ambition que 100% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie soient supprimées, et donc que nous ayons une énergie qui ne génère pas ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, nous avons aussi l'objectif de couvrir notre production d'énergie par 100% d'énergie renouvelable, ce qui est évidemment aussi une marche très, très importante. Donc, voilà quelques grands objectifs. Il nous faut aussi pour cela développer les puits de carbone, les puits naturels de carbone, pour évidemment absorber suffisamment de carbone, même si on le sait, tous les océans, les zones humides et les espaces de biodiversité ne suffiront pas à capter évidemment toutes ces émissions et leur accumulation dans l'atmosphère. Donc de toutes les manières, la baisse des consommations, la baisse des émissions de gaz à effet de serre est un incontournable, et il nous faut accélérer le rythme. Aujourd'hui, si nous regardons dans notre région, et le bilan carbone vous donnera quelques indications, nous sommes plutôt un moins mauvais élève qu'ailleurs, mais la marche à franchir est tout aussi importante, et il nous faudra accélérer, multiplier au moins par 2 tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour pouvoir tenir ces trajectoires. Voilà ce que je voulais vous dire que ces bilans carbone qui ont été élaborés ne sont pas les premiers. Par contre, ils étaient faits sur des registres différents. On a un bilan carbone global, c'est-à-dire qui s'intéresse aux émissions entrantes, mais aussi aux émissions sortantes, ou en tout cas ce qui est lié aux flux entrants et sortants dans notre région. Donc ça donne une approche évidemment beaucoup plus globale sur notre modèle de développement, parce que, je le rappelle, dans le cadre des COP mondiales, aujourd'hui nous sommes plutôt sur les émissions pays par pays, qui ne disent pas forcément grand-chose évidemment de l'empreinte écologique de chacun d'entre nous, de chaque pays, et c'est ce raisonnement plus global qui est important pour pouvoir avoir une bonne mesure et travailler aussi sur nos importations, sur nos relations avec les autres territoires sur la planète. Donc, un bilan carbone qui va nous permettre de reprendre la mesure, évidemment, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, nous avons aussi fait un bilan de notre collectivité, et je termine là-dessus, parce que la région souhaite être exemplaire, évidemment, sur le sujet, et elle s'engage, et j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure, dans un ambitieux plan de transition, la concernant comme entité juridique, évidemment, sur tout ce que nous pouvons impacter dans nos déplacements, dans nos déchets, dans nos consommations d'énergie. Et donc, c'est évidemment, si on pousse le sujet très fort auprès de tout le monde, nous devons aussi être totalement exemplaires pour pouvoir avoir un effet d'entraînement. Voilà, je vous souhaite une belle présentation, et nous aurons l'occasion d'interagir. Et je remercie le cabinet EcoAct, qui est un cabinet habitué à cet exercice, qui a mis au point des méthodes pour construire ces bilans carbone territoriaux. Et donc, je les remercie du travail qui a été fait avec nous. Ça a pris un peu de temps dans son élaboration, mais c'est extrêmement précieux pour éclairer le chemin et ce que nous aurons à faire par la suite. Merci à vous d'être aussi nombreuses et nombreuses. Merci beaucoup, Charles. Donc, Guillaume Bonancien du cabinet EcoAct, et je suis accompagné de Louis Tiercelin. Et donc, nous allons vous présenter les périmètres étudiés dans le cadre de cette étude bilan carbone territoire, ainsi que les principaux résultats. Donc, les résultats un peu plus détaillés sont disponibles en même temps que la présentation sur le site internet de la région. Donc, sur la slide suivante, en préambule, on a trouvé important de vous rappeler les différentes méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réalisées à l'échelle d'un territoire. On utilise souvent cette phrase « compter pour savoir, savoir pour agir, agir pour réduire ». C'est vrai, donc cet état des lieux qui a été réalisé selon la méthodologie bilan carbone territoire de l'ADEME a été réalisé dans le but de mieux connaître les émissions, de mieux connaître pour les réduire. On n'a pas attendu ce bilan pour mettre en place des actions. Quand on dit « on », c'est l'ensemble des acteurs du territoire, acteurs socio-économiques, mais également les citoyens de l'ensemble du territoire, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur ce slide, on a souhaité rappeler 3 principales approches qui existent aujourd'hui et mis à disposition des différentes collectivités et territoires. La première approche, c'est l'inventaire cadastral. Donc l'objectif, c'est de mettre une cloche sur le territoire et de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre directement émises sur le territoire. Ce bilan-là est réalisé tous les ans, notamment grâce à l'OREGES, donc l'Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre, et l'IGER en région Centre-Val de Loire, et c'est le bilan réglementaire qu'on va retrouver dans l'ensemble des STRADET, peu importe la région française. La deuxième approche, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'approche globale, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre
émises directement, mais également indirectement sur le territoire, et donc c'est émise par et pour le territoire étudié. Et enfin, d'autres approches existent, telles que les approches consommation, où là, l'idée, c'est d'avoir le point de vue du citoyen et de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à sa consommation. Donc, ce sont bien 3 approches complémentaires qui vont nécessiter une collecte des données qui va différer en fonction de l'approche choisie. Et l'objectif de la région Centre-Val de Loire en réalisant ce bilan carbone territoire, c'est bien d'avoir une vision globale des émissions, notamment des émissions exportées en dehors du territoire et également importées. Sur la slide suivante, on fait le focus donc sur le bilan carbone territoire. Donc, comme vous voyez, il y a un petit R puisque c'est une marque déposée depuis les années 2004-2005 par l'ADEME, puis repris par l'association Bilan Carbone. On est bien sur une démarche volontaire qui a pour objectif de quantifier à la fois les émissions directes prenant place sur le territoire, on va parler de responsabilité directe, mais également des dépendances, les fameuses émissions indirectes engendrées par les activités du territoire. Louis vous présentera un petit peu plus en détail l'ensemble des activités considérées, mais on prend en compte l'ensemble des logements, des activités économiques, tertiaires, industrielles, l'agriculture, les transports, les déchets. Donc, on est bien sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées sur le territoire Centre-Val de Loire. Ça nécessite de collecter des données auprès d'un nombre d'acteurs assez important du territoire, auprès des observatoires existants, observatoire des émissions de gaz à effet de serre, observatoire également des transports, des déchets, pour couvrir vraiment l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Cet exercice peut être réalisé, peu importe l'échelon du territoire, une communauté d'agglomération, un département, une région peut réaliser ce diagnostic. Ce qui est important de dire, c'est qu'ils n'ont pas vocation à être sommés. Le bilan carbone de la France n'a pas été obtenu en faisant la somme des bilans carbone des différentes régions. On aurait des potentiels doubles comptes entre notamment les flux entrants en matière de transport, par exemple, et les flux sortants d'une région à une autre. Donc on est bien sur une méthodologie spécifique où certaines informations peuvent être désagrégées à l'échelon inférieur, mais il faut faire attention en tout cas à ce double compte. Et enfin, c'est un outil et une méthodologie mis à disposition, mais elle n'est pas la seule, et d'autres démarches complémentaires existent à l'échelle d'un territoire. On en a cité ici 2, Climagri et Diater, qui ont pour objectif de faire une photographie des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, d'une part pour les pratiques agricoles et forestières, et d'autre part à l'échelle vraiment plus précise d'une exploitation agricole. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques exemples, et je vais laisser la parole à Louis qui va vous présenter le périmètre de l'étude ainsi que les postes d'émission étudiés. Bonjour à tous. Donc, en termes de périmètre sur ce bilan carbone, on s'est basé sur l'année 2019, sachant que compte tenu de la spécificité du bilan et de l'accessibilité des données, certaines données ont pu provenir d'années antérieures à 2019, 2018 par exemple. C'était notamment pour solliciter et s'aligner avec des bases de données qui faisaient référence et qui étaient utilisées par d'autres acteurs régionaux. Donc, il y a notamment des données de l'OREGES qui ont été mobilisées et inclus dans ce bilan. En termes de périmètre organisationnel, dans le bilan carbone territoire, on est vraiment sur l'ensemble du territoire régional, donc les 6 départements de la région, près de 1700 communes, dont 2 métropoles de plus de 400 000 habitants. Et donc, ça va venir couvrir les émissions de l'ensemble des habitants. Donc, quelques caractéristiques sur le territoire du Centre-Val de Loire que vous connaissez bien, c'est à peu près 2,5 millions d'habitants et une densité au mètre carré qui est de 66 habitants au kilomètre carré. Donc, une région assez peu dense. C'est la 12e région métropolitaine en termes de nombre d'habitants, mais la 6e région en termes de superficie. Donc, tout ça pour remettre un petit peu en contexte et remettre en perspective ce bilan territorial. Au slide suivant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est ce qu'on a appelé le périmètre opérationnel. Donc, ça va être de regarder tous les postes d'émission qui sont pris en compte dans le cadre de cette méthodologie. Donc, ces postes d'émission, ça correspond vraiment à la méthodologie bilan carbone petit r, telle que construite par l'ADEME. Donc, les premières catégories d'émissions qu'on va voir en orange clair, ça va être toutes les émissions liées aux combustions énergétiques. Donc, ça va être toutes les émissions directes liées à la consommation d'énergie, notamment dans l'industrie, mais également dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Par ailleurs, cette approche par la consommation d'énergie, on va également s'intéresser à ce qu'on a appelé l'industrie de l'énergie. Donc là, ça va être vraiment sur la production d'énergie en Centre-Val de Loire,
et pour ne pas avoir de double compte entre les consommations d'énergie des différents secteurs économiques et l'industrie de l'énergie. Dans cette partie industrie de l'énergie, on a uniquement comptabilisé l'énergie qui est exportée, donc le solde positif, étant donné que la région Centre-Val de Loire produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. En lien avec ces émissions directes liées aux combustions énergétiques, on va avoir un autre type d'émissions directes. Donc, ça va être toutes les émissions qu'on va appeler non énergétiques. Ces émissions non énergétiques, on va en retrouver dans les secteurs résidentiels et secteurs tertiaires, surtout en relation avec tous les fluides de refroidissement qu'on va retrouver soit dans les climatisations, soit dans les groupes de froid, notamment dans les secteurs de la restauration ou pour le froid alimentaire. Donc, ça va être des fuites de ces fluides frigorigènes qui vont générer des émissions de gaz à effet de serre. Également, dans les émissions non énergétiques, on va retrouver la catégorie qu'on appelle de procédés industriels. Donc là, ça va être des émissions directes qui sont relatives, par exemple, aux procédés de fabrication du ciment ou du papier. Donc des gaz qui sont émis de manière conjointe à la fabrication de ces matériaux. Si on s'intéresse à d'autres catégories d'émissions, peut-être en restant sur la slide précédente, on va voir en jaune deux catégories qui vont porter sur des différents types de produits entrants. Donc, soit des produits entrants liés à l'alimentation de la population. Donc là, ça va être toutes les émissions générées par les repas qui sont consommés en Centre-Val de Loire. Et on va avoir également dans cette catégorie des produits entrants tous les biens de consommation qui sont importés par la région. Donc là, ça va être des émissions indirectes qui vont être liées à la fabrication des produits électroménagers, par exemple, qui sont importés ou d'autres produits de consommation. La spécificité de cette catégorie-là, ça va être de se baser, comme donnée d'entrée, sur les déchets qui sont générés par la région, pour voir quelle est la composition de ces déchets-là. Et à partir de cette composition, on peut remonter aux émissions liées à leur fabrication, en lien avec leur typologie. Dans les catégories qu'on regarde par ailleurs, il va y avoir toute la catégorie qu'on a appelée de l'agriculture. Donc, ça va être toutes les émissions qui vont être liées aux productions animales et productions végétales, elles réalisées sur le territoire régional, donc à partir des surfaces d'exploitation et des tailles de cheptel. Dans les émissions de la région, on va également prendre en considération toutes les émissions liées aux déchets. Donc, soit les déchets qui sont produits, collectés et traités localement. Et on va également prendre en compte les émissions liées au traitement des déchets qui sont exportés par la région. Toujours sur le territoire régional, on va retrouver une catégorie d'émissions dédiée à la construction et à la voirie. Donc là, ça va être toutes les émissions générées par la construction de bâtiments neufs et puis la réfection des différents types de voiries, autoroutières, routières, mais également ferroviaires. Et les deux dernières catégories d'émissions qu'on va considérer, ça va être lié au déplacement. D'une part, en bleu, sur les déplacements de personnes, donc sur les différents modes de transport. Et on va considérer à la fois les flux entrants, les flux internes et transitoires et les flux sortants de personnes. Et avec la même logique, on va s'intéresser au transport de marchandises, donc avec les flux entrants de marchandises, les flux transitoires et également les exportations, toutes les émissions liées au transport vers d'autres régions et d'autres pays. Donc voilà, cette slide, ça permettait de dresser un petit peu le cadre méthodologique et toutes les différentes catégories d'émissions qu'on a regardées sur l'année 2019 pour le bilan carbone territoire. Et la slide suivante, ça va porter sur la répartition et la quantification des émissions entre ces différents postes d'émissions. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour l'année 2019, au global, les émissions s'élèvent à 26 millions de tonnes d'équivalent CO2, entre 26 millions et 27 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et quand on rapporte ces émissions au nombre d'habitants, ça fait à peu près 10,3 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Sachant que ce chiffre-là, ça va être un chiffre qui va être considéré hors utilisation des terres et changement d'affectation des sols. C'est-à-dire que toutes les émissions, tous les gaz à effet de serre qui vont être absorbés par les puits de carbone du territoire ou par le développement du couvert forestier, par exemple, ne sont pas pris en compte dans ce total. C'est quelque chose qu'on va regarder et qu'on va utiliser pour mettre en perspective ce résultat, mais ce n'est pas pris en considération dans ces 26 millions de tonnes d'équivalent CO2.
Donc, vraiment, sur cette photographie globale des émissions, ce qui va être intéressant, c'est de voir la répartition entre les différents postes. On peut voir que le poste principal, ça va être l'agriculture, avec à peu près qui va représenter à peu près 23% des émissions du territoire. Un deuxième poste qui va être assez important, ça va être le poste de transport de personnes, pour 17%. Et si on complémente ce poste de transport en additionnant en fait le transport de personnes et le transport de marchandises, on arrive à un poste qui est à peu près à 23% également du bilan, donc un poste assez significatif. Ce sera ensuite suivi par toutes les importations d'alimentation et de biens de consommation pour 16%, puis par des secteurs liés aux consommations d'énergie du territoire, qui est un élément assez significatif, notamment sur les volets résidentiels et industriels. En termes de photographie, on peut voir que c'est un profil qui est assez similaire à ce qu'on observe au niveau national, avec les principaux postes d'émission qui sont liés à l'agriculture et à l'élevage, aux différents types de mobilité, donc au transport, et aux consommations d'énergie. Sur le slide suivant, on va voir quelques indicateurs qui nous permettent de remettre un peu en perspective ce chiffre global. Ça peut être difficile de se rendre compte de ce que représente à peu près une tonne d'équivalent CO2 et donc ce que peuvent représenter 26 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et donc, en fait, ce bilan-là, ça va représenter les émissions annuelles d'à peu près 2,1 millions de Français. Une autre manière de le voir et de le mettre en perspective, c'est de se rendre compte que c'est à peu près l'équivalent de 10 millions d'allers-retours Paris-New York en avion, en deuxième classe, où ça va représenter à peu près 2,6 millions de tours du monde en voiture diesel classique. Donc, c'est trois manières de représenter un petit peu mieux ces émissions et de se rendre compte de l'ampleur physique que ça peut représenter. Et en termes de séquestration, s'il fallait séquestrer ce bilan annuel, ça représenterait à peu près 131 000 hectares de forêt. Donc, c'est aussi pour mettre en perspective avec les capacités des puits de carbone à absorber les émissions régionales. Je vais peut-être passer la parole à Guillaume qui va donner du détail sur quelques-uns des premiers postes d'émission, notamment l'agriculture. Merci Louis. Donc le premier poste en termes d'émissions, c'est l'agriculture qui pèse pour 23% du bilan carbone de la région Centre-Val de Loire à hauteur un peu plus de 6 millions de tonnes équivalent CO2. Donc pour quantifier ces émissions, on est allé rechercher les surfaces cultivées en hectares par type de culture, le nombre d'animaux par type d'élevage, ainsi que les consommations d'énergie en mégawattheure. Ça nous a permis de passer tout ça dans notre moulinet de calcul et d'obtenir les émissions pour le poste d'agriculture. Vous voyez que 45% sont liés au travail des sols, la fabrication des engrais pour les différents types de cultures présentes sur le territoire Centre-Val de Loire. 42% sont liés à l'élevage et 13% liés à la consommation d'énergie. Quelques chiffres clés sont présentés en haut à droite du slide. À peu près 10 millions d'animaux d'élevage sont présents sur le territoire régional, dont 6% de bovins, et on a un peu moins de 2 millions d'hectares en culture. Sur le slide suivant, on a fait le focus sur les différents types de cultures et productions agricoles présentes en région Centre-Val de Loire. Donc les émissions de gaz à effet de serre liées à ces productions agricoles proviennent des intrants et des consommations de carburant des engins agricoles. Donc ils sont estimés à partir des surfaces cultivées, vous pouvez voir sur ce slide, le blé tendre et l'épeautre étant la principale culture cultivée sur le territoire. On va voir également en valeur absolue que c'est le principal impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On va voir la même logique ensuite pour l'orge, le colza et les différents types de cultures présentes sur votre territoire. Donc sur le graphique de droite, on voit en barre vert foncé la contribution des émissions de gaz à effet de serre de ce poste et sur la droite, en vert clair, la part des différentes surfaces cultivées par type de culture. L'autre slide fait le focus cette fois-ci sur la partie élevage, où on va retrouver les différentes... Merci. Les différents types d'élevage présents sur le territoire, avec le nombre de têtes. Ça concerne donc à la fois les volailles, les bovins, également les porcins, les ovins, les cabrins, les lapins et les équidés. On a indiqué à titre indicatif les émissions par animaux sur la droite pour montrer l'émissivité en fonction du type d'élevage. Donc,
à travers ce poste, on est allé chercher les émissions liées à la digestion, aux déjections, à l'alimentation des différents animaux qui sont estimées pour l'ensemble du territoire à partir du nombre de têtes pour chaque type d'élevage. Le deuxième poste d'émission sur lequel on souhaitait faire un focus, sur la slide suivante, concerne les transports de personnes. Hop, ça va s'afficher. Je veux bien, Laure Amélie, s'il te plaît, oui. Merci beaucoup. Donc le second poste, transport de personnes, c'est 4 442 000 tonnes équivalent CO2, soit 17% du bilan carbone territoire. Ont été comptabilisées les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier de personnes, au transport ferroviaire de personnes, également au transport aérien, en considérant sur le territoire l'aéroport de Tours, Val-de-Loire, Châteauroux, Orléans, Loire-Vallée, Bourges, en termes de nombre de passagers et d'émissions parcourues, de distance parcourue depuis l'origine jusqu'à la destination. L'ensemble des flux en distance montre que le transport routier représente 89% des distances parcourues et la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre. À l'inverse, le transport ferroviaire voit sa part diminuer entre la distance parcourue et la partie émissions de gaz à effet de serre, puisque le transport ferroviaire est faiblement carboné par rapport au routier. Et l'aérien voit sa part augmenter, néanmoins le nombre de flux kilomètres parcourus reste négligeable par rapport aux autres modes de transport utilisés par les acteurs du territoire. Sur la slide suivante, on a fait un focus. Quand on parle transport, il y a les personnes d'un côté, il y a les marchandises de l'autre. Donc, dans la méthodologie bilan carbone de l'ADEME, on parle de fret. Donc, le transport de marchandises, de la même manière, on est allé voir le transport entrant, sortant et interne, qu'il soit routier, ferroviaire, aérien ou fluvial. Et donc, on est allé chercher les tonnes kilomètres de l'observatoire. Donc, les tonnes kilomètres, c'est le tonnage global de marchandises transportées par rapport à la distance moyenne parcourue. On voit que le transport routier représente 90% de ces tonnes kilomètres pour près de 99% des émissions de gaz à effet de serre. On a un petit peu plus de 16,8 milliards de tonnes kilomètres de marchandises transportées au sein de la région Centre-Val de Loire au cours de l'année 2019. Donc sur la slide suivante, on voit le focus sur les différents modes de transport et plus particulièrement, c'est plutôt sur la partie routière où on voit les flux d'échange entre ce qui rentre dans la région Centre-Val de Loire, ce qui en sort et au contraire les différents échanges internes transport de marchandises au niveau des différents départements. Donc on est assez équilibré en termes de tonnage ou de tonnes kilomètres entre les entrées dans la région et également les sorties. Donc l'ensemble des chiffres sont issus de l'Observatoire régional des transports, il date de 2018, et sur la cartographie de droite, vous pouvez voir que les principaux échanges s'opèrent notamment avec la région Île-de-France, et puis on a également des flux avec les régions voisines telles que vous pouvez l'observer dans la région Nouvelle-Aquitaine par exemple. Dans le rapport détaillé, vous aurez la possibilité de voir également un petit peu l'origine, en fait, ou plutôt le contenu de ce transport de marchandises, qu'il s'agisse des matières agricoles notamment, ou des produits manufacturés, des produits de construction. Donc on a la possibilité, via les données de l'Observatoire, d'avoir cette précision dans les données collectées. Donc ça, c'était pour la partie transport, qui est donc le deuxième poste important d'un point de vue gaz à effet de serre. On va maintenant parler du poste résidentiel. Donc on est sur la consommation d'énergie dans les logements, de l'ensemble des habitants, des citoyens en région Centre-Val de Loire, et également les émissions directes non énergétiques liées aux fluides frigorigènes. Donc ce sont les fluides qu'on peut retrouver dans les congélateurs, par exemple, ou dans la climatisation des particuliers, donc dans vos logements. Ce poste d'émission représente 12% du bilan global. Les émissions sont représentées un peu plus de 72% par de l'énergie, qu'il s'agisse de l'énergie fossile ou encore de l'énergie électricité, donc autre que le fossile. Le fossile, à savoir le gaz naturel et les produits pétroliers, représente la majorité des émissions de gaz à effet de serre. On voit également qu'en termes de consommation d'énergie en gigawattheure, ça représente près de la moitié des consommations énergétiques. Le bois énergie représente quant à lui 18% des émissions de gaz à effet de serre. En termes d'usage, c'est le chauffage, pour chauffer les différents logements, qui est prépondérant en matière d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est 77% des émissions énergétiques. Sur la slide suivante, merci.
on a souhaité vous communiquer un ratio, un chiffre clé, c'est un indicateur parmi d'autres que la région suit, c'est les émissivités par mètre carré. Et donc, il s'élève à 24,7 kg équivalent CO2 par mètre carré en moyenne pour l'ensemble des logements résidentiels de la région. Et on a mis ce chiffre en perspective avec le niveau d'ambition de la stratégie nationale bas carbone. Donc, l'objectif, c'est d'être sur cette échelle de diagnostic de performance énergétique sur l'échelle A à B. Donc, ça veut dire diviser entre 2,5 et 5 le contenu CO2 du mètre carré des logements de la région Centre-Val de Loire pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, l'ensemble des enjeux en matière de sobriété, d'efficacité énergétique dans les logements, en matière de rénovation énergétique, est important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc, c'était le focus sur la partie résidentielle. On a ensuite souhaité faire un focus sur l'ensemble du tissu industriel et les émissions de gaz à effet de serre générées d'une part par les consommations énergétiques et d'autre part par les autres gaz à effet de serre ou le CO2 lié notamment à la partie non énergétique. Et ça s'élève à près de 3 millions de tonnes équivalent CO2, donc on est sur 11% du bilan carbone global. On a la répartition par secteur et sous-secteur liés à l'industrie. Première source d'émissions sont l'industrie manufacturière. Vient ensuite le ciment, où on voit la moitié provient des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et l'autre moitié, notamment non énergétique, puisque lors de la fabrication du ciment, on a du CO2 qui est mis dans l'atmosphère et donc ce CO2 est comptabilisé également dans le diagnostic. Sur la droite, on a mis quelques chiffres clés, à la fois en termes de nombre d'emplois salariés en fonction de l'industrie et également le ratio indicateur, donc tonnes équivalent CO2 par emploi. Comme vous le savez, tout le monde est engagé dans cet objectif de décarbonation. À l'échelle de la France, certains secteurs ont des engagements également. On peut parler du secteur du ciment, mais également de l'industrie manufacturière. Et beaucoup d'acteurs privés s'engagent également dans cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le fait de suivre cet indicateur, tonne équivalent CO2 par emploi, permettra de voir au fil du temps quelles sont les émissions réduites. Donc ce n'est pas le seul indicateur, mais ça permet en tout cas de pouvoir objectiver les émissions. Sur la slide suivante, on a fait le focus cette fois-ci sur la troisième source de consommation énergétique au niveau des sources fixes, ce sont les activités tertiaires. Donc on va retrouver les commerces, les bureaux, l'enseignement. Donc de la même manière que pour les autres postes résidentiels et industrie, on est allé chercher les mégawattheures d'énergie par type d'énergie et par secteur et sous-secteur, ce qui nous a permis d'avoir les émissions présentées ici, avec la majorité proviennent des commerces. Donc on voit que c'est à peu près 131 000 emplois dans la région Centre-Val de Loire et ça représente le premier poste d'émission pour le secteur tertiaire. On a également le détail pour les autres secteurs, à savoir les bureaux, les transports, la santé communautaire ou encore les sports loisirs. Voilà sur la partie consommation d'énergie et à cela, on a également fait le focus, comme il vous a été présenté en introduction, sur ce qui est appelé dans la méthodologie bilan carbone industrie de l'énergie. Donc c'est l'ensemble de la production d'énergie, c'est-à-dire l'énergie produite pour le territoire, mais pas que, puisque en région Centre-Val de Loire, la région produit notamment 17% l'énergie électrique nationale nucléaire à travers ces 4 centrales. Et donc, dans la méthodologie bilan carbone, ces émissions sont comptabilisées et imputées au territoire. De la même manière, les 2 concessions pétrolières situées dans l'est du Loiret, les 2 concessions sur les 63 en France d'extraction de gaz et de pétrole, sont pris en compte ici dans notre bilan gaz à effet de serre. Donc on a un peu une vue de l'esprit par contre pour éviter les doubles comptes comme l'indiquait Louis en introduction, pour éviter à la fois de constater les émissions liées à la consommation des logements, des industries, des parties tertiaires et puis cette production, on a fait le choix en fait de soustraire les consommations d'électricité consommées de cette production pour arriver à cette production théorique qui vous est présentée dans ce slide. Donc l'industrie de l'énergie qui prend en compte à la fois la production d'électrique, nucléaire, thermique, énergie renouvelable, présentée ici, ainsi que l'extraction de gaz et de pétrole, ça représente 2% du bilan global. On est en termes de chiffres clés à 13,6 gigawatts de puissance installée électrique sur le territoire.
Et 13% de sa puissance installée électrique provient des énergies renouvelables. Ça permet d'avoir cette photographie par rapport aux objectifs en matière de production d'énergie renouvelable, inscrits notamment dans le STRADET et rappelés en introduction par Charles Fournier. Voilà pour la partie énergétique. Dans les documents qu'on vous communiquera, il y a les sources également. On remercie l'Oreges Liger sur cette partie consommation énergétique pour permettre en fait d'aligner les chiffres communiqués dans le STRADET et puis également dans ce bilan carbone territoire. On a pu s'appuyer sur leurs travaux. Et je te redonne la parole, Louis, pour présenter le poste alimentation. Merci Guillaume. Donc sur ce poste de l'alimentation, ça va représenter à peu près 3,2 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et en fait, c'est des émissions qui vont être estimées à partir du nombre de repas consommés annuellement par les citoyens de la région Centre-Val de Loire. Donc on a à peu près 1,9 milliard de repas consommés annuellement. Et il est estimé qu'à peu près 0,3 milliard de ces repas proviennent de l'alimentation locale. Donc, c'est à peu près 14% de l'alimentation qui proviendrait de l'alimentation locale. Et un élément qui va être assez intéressant à regarder quand on va s'intéresser à l'alimentation, ça va être la composition de ces repas, sachant que les repas à composante principalement végétarienne vont être à l'origine d'émissions moins importantes rapportées au nombre de repas. Ce qu'on peut notamment remarquer sur le graphique de gauche, c'est que l'alimentation végétarienne ça va être à l'origine de 8% des émissions de gaz à effet de serre pour 32% des repas consommés. Donc ça va avoir une contribution moins importante aux émissions de gaz à effet de serre que les repas carnés. Et quand on regarde les repas carnés, ça va être notamment les repas classiques à dominante bœuf ou qui comprennent de la viande de bœuf qui vont avoir une empreinte carbone plus importante. Ce rapport-là, on le voit bien sur le graphique de droite, où on va voir par typologie de repas la contribution aux émissions de gaz à effet de serre en jaune foncé et la contribution au nombre de repas. Donc, les repas classiques à base de viande de bœuf, ça va être à peu près 42% des émissions pour seulement 14% des repas, d'où l'importance d'une éducation à l'alimentation, effectivement, et de sensibilisation sur la fréquence des apports carnés dans l'alimentation, qui peut être un levier d'action. Le poste suivant qu'on peut regarder, ça va être également lié aux entrants, aux produits entrants sur le territoire du Centre-Val de Loire. Cette fois-ci, ça ne va pas être des produits alimentaires, mais bien des produits de consommation. Donc là, comme je le disais en introduction, ce poste qui va représenter à peu près 1 million de tonnes d'équivalent CO2, dans ce poste, on va retrouver les émissions liées à la fabrication des principaux biens de consommation importés par les habitants du territoire et pour les habitants du territoire. Donc, pour calculer ces émissions, on est reparti des poids de matériaux qu'on retrouve dans les déchets générés et collectés sur le territoire régional. Et on peut voir que ça va être essentiellement les produits qui utilisent des matériaux métalliques qui vont être à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Notamment, tous les matériaux métalliques, ça va être à l'origine d'à peu près 47% des émissions de gaz à effet de serre pour 29% des poids. On va également voir que dans ces produits, tous les produits plastiques vont avoir une contribution assez significative pour 28% des émissions liées à la fabrication des biens de consommation. Sur le graphique de droite, on va voir un petit peu comme pour les repas, la contribution des différents matériaux et voir que certains matériaux vont être plus émetteurs que d'autres rapportés au tonnage de produits achetés. Et on passe à la catégorie suivante. Ça va être une catégorie qui est dédiée à la construction et à la voirie. Donc, ça va être toutes les émissions liées à la construction de logements neufs et à la réfection des voiries. Pour calculer les émissions de ce poste, on s'est basé sur la partie construction, sur les surfaces en mètres carrés de logements ou de locaux tertiaires, de locaux commerciaux qui ont été construits, dont la construction a commencé en 2019. Et après, en fonction de la typologie de ces logements, que ce soit par exemple des appartements ou des maisons individuelles, de la typologie de ces locaux-là, on a pu appliquer des facteurs d'émissions distincts et calculer les émissions.
Donc, toutes ces émissions liées à la construction de nouveaux logements, de nouveaux locaux, ça va générer à peu près 57% de ce poste d'émission. Et il y a à peu près 1,2 million de mètres carrés de logements et 1 million de mètres carrés de locaux dont la construction a été commencée en 2019. La deuxième composante de ce poste d'émission, ça va être toutes les émissions liées à la voirie. Donc, c'est à peu près 43% des émissions du poste. Et donc là, ça va être la réfection et l'entretien de 67 000 km de chaussées et à peu près 2000 km de voies ferrées de la région Centre-Val de Loire. Pour cette partie-là, l'approche a été un petit peu différente. En fait, on est parti de l'inventaire de kilométrage de chaussées et de voies ferrées. Et après, on a calculé les émissions liées à leur fabrication qui sont amorties sur le temps. Par exemple, ça va dépendre de la fréquence de réfection des voiries. Ça va être de l'ordre de 20, 30, 40 ans selon les types de voiries. Et on peut voir que ça va être notamment les routes départementales et les autoroutes qui vont contribuer de manière plus significative aux émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait de la plus grande longueur de ces réseaux et de la largeur des voiries en question. Laure Émilie, je crois qu'on a perdu le support de présentation. Est-ce que ce serait possible de rebasculer dessus? Merci beaucoup. Voilà pour ce poste sur la construction et la voirie. Je vous propose de passer maintenant au poste d'émission suivant, qui va être lié aux déchets. Donc, quand on va parler des émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets, en fait, on va considérer toutes les émissions liées à la collecte et au traitement de ces déchets-là. Donc, ça va être tous les déchets qui vont être produits et collectés sur le territoire régional et après qui vont être traités soit sur le territoire régional, soit exportés. On va également retrouver dans cette catégorie certains types de déchets qui sont importés, notamment pour le traitement de déchets sanitaires, étant donné qu'il y a certains centres de traitement qui sont localisés en Centre-Val de Loire et qui vont collecter des déchets de régions voisines. Quand on parle de déchets, on va distinguer ces déchets-là entre deux types. Ce qu'on va appeler les déchets banals, ça va être vraiment les ordures ménagères classiques, les déchets plastiques ou les déchets papier, donc vraiment tous les déchets du quotidien. Et tout ce qui va être déchets non banals, ça va être plutôt des déchets industriels spéciaux, des déchets d'ordre sanitaire ou alors des déchets informatiques et des appareils électroniques. Quelques chiffres clés sur ce poste d'émission. Étant donné que les émissions vont être liées au tonnage de déchets qui sont à collecter et à traiter, on a à peu près 0,5 tonnes de déchets ménagers par habitant sur l'année 2019. Et en fait, on va voir que ça va être essentiellement les déchets des ménages qui vont contribuer aux émissions, suivis par les déchets des activités économiques. Et pour conclure, on peut peut-être passer à la dernière catégorie. Donc, comme je vous le disais, cette dernière catégorie, ça va être des données sur les émissions et la séquestration liées à l'utilisation des terres et au changement d'affectation des sols, et également à la foresterie. Donc, en fait, ce n'est pas des éléments qui sont pris en compte dans les 26 millions de tonnes d'équivalent CO2 qu'on a présenté tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui va être intéressant à mettre en perspective, parce qu'en fait, ça va être des flux. On va considérer toutes les émissions absorbées par le territoire liées à l'expansion notamment du couvert forestier ou à l'évolution des haies et du couvert. Un élément qui va être également pris en compte dans cette catégorie, ça va être la récolte du bois, le défrichement ou des changements d'utilisation des sols qui vont être liés à l'artificialisation des sols. Donc, certains de ces effets, comme l'accroissement forestier, vont absorber des émissions de gaz à effet de serre, tandis que des changements d'affectation des sols, comme l'artificialisation ou l'extension de construction sur des terres auparavant arables ou forestières, vont émettre des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur l'année 2018, qui était la dernière année disponible, on peut voir qu'il y a un solde négatif de l'ordre de 6 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc qui est à mettre en perspective avec les 26 millions de tonnes d'équivalent qui sont émises par et pour le territoire.
Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de manière plus précise sur les différentes catégories d'émissions et voir ce qui compose cette photographie du bilan territorial, on propose un temps d'échange et de questions. Donc, Laure, Émilie et Géraud, si vous avez des questions que vous avez relevées dans le chat, nous serons heureux d'y répondre. Alors, on a noté quelques questions. Il y a beaucoup aussi de commentaires, hein, dans le chat que je vous invite à consulter. Alors, peut-être une première séquence sur l'achat public par la région. C'est peut-être plutôt une question qui est destinée à la région sur notamment les achats de téléphones et est-ce qu'on utilise des téléphones de réemploi à la région? Est-ce qu'on propose encore des tomates dans les cantines publiques? Et puis une question qui est liée, à mon avis, qui est sur l'enseignement. Est-ce qu'on est capable d'isoler l'empreinte carbone de la numérisation des pratiques d'enseignement en distribution à tout va d'ordinateurs et de tablettes? Alors peut-être que je peux répondre, puisque j'ai la parole, sur la question des téléphones de la région, puisque ça en était directement questionné. Donc c'est un travail qu'on a commencé à faire dans le cadre des marchés publics. Donc on est soumis à la contrainte des marchés publics. Donc il n'est pas possible de mettre, comme c'était proposé, des contraintes en restreignant le territoire d'achat. Par exemple, on ne peut pas restreindre l'achat uniquement à des entreprises qui sont en région centre. Ça, c'est pas possible pour le respect de la libre concurrence. En revanche, on peut introduire des critères de durabilité. Et c'est ce qu'on a fait notamment sur le dernier marché téléphone avec nos collègues des achats, et ce qui nous permet de proposer un téléphone qui s'appelle Fairphone. Je ne fais pas de publicité, mais c'est le seul téléphone qui est réparable. Et voilà, on peut maintenant disposer de ce téléphone à la région. Alors, je ne sais pas sur l'empreinte carbone du numérique, est-ce que vous avez des éléments, Guillaume ou Louis? Bien sûr. Déjà, pour remettre en perspective, la région Grand Air, donc son administration, ses compétences et son fonctionnement, c'est un peu moins de 1% du bilan carbone territoire qui vous a été présenté. On a pris en compte dans le bilan carbone patrimoine et compétences de la région, notamment les lycées dans lesquels la région est compétente, et donc la partie numérique est également comptabilisée. Donc l'exercice qui est fait ici à l'échelle du territoire, on ne peut pas isoler une école ou un corps enseignant sur un usage spécifique. On a des données beaucoup plus globales. Alors les consommations énergétiques, c'est à l'échelle d'une commune et d'un usage. La partie plutôt construction logement, c'est plutôt à l'échelle de département. On a d'autres données plutôt consolidées à l'échelle de la région. Donc, on ne pourra pas répondre à travers ce bilan sur cette prise très précise de l'établissement. Par contre, ça peut faire l'objet d'une quantification précise sur l'établissement ou sur le groupe scolaire tel que ça a pu être fait par la région pour les lycées. Et donc, dedans sont comptabilisées les émissions liées à la fabrication des équipements informatiques, l'ordinateur, les serveurs, également l'utilisation, l'électricité consommée, la partie visible de l'iceberg, mais également masquée avec l'utilisation des data centers. Donc, ça fait l'objet de quantifications précises. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai retenu en tout cas que dans le numérique, l'impact le plus fort, il était sur l'acquisition de matériel. Et donc, quand on fait durer un matériel, c'est là où on peut réduire son empreinte carbone. Sur des petites questions sur l'agriculture, on pointait notamment le poids éventuellement de la Beauce ou de l'élevage, la filière bovine. Et on parlait, est-ce que vous prenez en compte la captation aussi qui est faite par l'agriculture? Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer l'empreinte de la filière bovine? Je te laisse Louis répondre, tu avais commencé à répondre dans le chat. On n'a pas le micro, Louis. Autant pour moi. Donc oui, sur l'agriculture, on ne va pas avoir de détails sur les émissions en fonction à l'échelle infrarégionale. Donc on a nos bases de données, ça va être vraiment au niveau régional, mais ça pourrait être l'objet de bilans ultérieurs ou en repartant des surfaces qui peuvent être disponibles à l'échelle départementale, avoir des choses plus précises. Je crois que sur la partie de la prise en compte de la séquestration, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris en compte dans le poste agriculture à proprement parler. Par contre, on va le retrouver dans la dernière catégorie qu'on a présentée sur ce qu'on appelle l'UTCAF, l'utilisation des terres et le changement d'affectation des sols et la foresterie, où là, quand il y a une augmentation du couvert forestier, notamment en cas de pratique d'agroforesterie, ça peut être des choses qu'on va retrouver dans cette partie-là du bilan. Donc, sur la création de puits de carbone supplémentaires ou le renforcement des puits de carbone existants. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions.
au moins en partie, peut-être après, vous pouvez toujours mettre des questions dans le chat, on essaiera dans le fil de discussion, on essaiera d'y répondre. Il y avait une question qui n'était pas forcément une question d'ailleurs, plutôt une remarque sur la question de l'aérien, et notamment rapportée au nombre de personnes transportées, une question sur la comptabilisation des flux autoroutiers, voilà, émission du transport, la part de l'aérien, mais pour combien de personnes? Et puis après, il y avait une question pour mettre ces chiffres au regard du national. Est-ce qu'il est possible de mettre ces chiffres régionaux en perspective de la moyenne des émissions nationales? Alors, l'aérien et le transport a été pris en compte, comme j'ai pu le préciser, les 4 aéroports et aérodromes. Si on prend rien que Tours, c'est plus de 185 millions de passagers avec l'ensemble des distances origine-destination qui ont été pris en compte et qui sont présentés ici en termes de distance et d'impact gaz à effet de serre. Donc, l'aéroport de Tours, c'est à peu près 14 000 tonnes équivalent CO2. Pour vous donner un aperçu, c'est le plus gros par rapport aux autres aérodromes qui sont très marginaux. Donc oui, ça a été quantifié. Et la deuxième question, mettre en perspective avec des chiffres à l'échelon national. Donc en moyenne, selon le dernier rapport qui a été publié il y a quelques semaines, on est à 9 tonnes équivalent CO2, un Français moyen. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que certains territoires, et c'est le cas notamment de la région Centre-Val de Loire, produit, que ce soit de l'énergie ou bien au niveau de l'agriculture, des choses pour l'ensemble du territoire. Donc on est aussi sur une approche méthodologique un peu différente et puis des flux qui sont générés pour les autres régions en exportation et autres. Donc on peut mettre en perspective ce chiffre avec cette moyenne, mais à prendre avec des pincettes en fonction des particularités de l'histoire du territoire. Voilà. Après, il y avait des questions sur le nucléaire. Est-ce que dans les chiffres que vous donnez, vous tenez compte de la construction des centrales? Je crois que c'était ça la question, j'ai perdu. Alors, dans le facteur d'émission, effectivement, on a la fabrication, également l'utilisation. En matière d'utilisation du nucléaire, l'énergie est décarbonée, donc les émissions qui en résultent sont liées vraiment à la fabrication. Au même titre que pour les énergies renouvelables, on va prendre en compte la fabrication du panneau solaire photovoltaïque, par exemple, dans les émissions de gaz à effet de serre. Une autre question par rapport au gaz à effet de serre et le secteur de l'agriculture, est-ce que le méthane est pris en compte? Donc, on a restitué le résultat en tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre inscrits au protocole de Kyoto sont comptabilisés, également hors Kyoto. Donc, on a le CO2, le méthane qu'on peut retrouver dans l'agriculture, le protoxyde d'azote également qu'on peut retrouver dans l'agriculture, les gaz fluorés qu'on a dans la climatisation ou chez certains industriels sont comptabilisés. Et on a également la vapeur d'eau traînée de condensation pour l'aérien qui est également ajoutée dans la partie transport aérien. Je veux bien juste répondre à une question qui est posée que j'ai lue dans le chat sur l'articulation entre tous les échelons territoriaux pour agir. Après, il y a toute une série de questions qui concernent ce que peut faire la région. Donc, moi, je propose que dans la dernière partie, j'énonce quelques éléments là-dessus, même si, je le redis, la région et les collectivités, c'est 12% des émissions directes. Donc, ce n'est pas la région toute seule qui divisera par 5 ou par 6 ces émissions. Et par contre, on a aussi des leviers indirects par les financements qu'on apporte aux collectivités. Donc, ça me permet d'aboutir à cette question. Il y a entre tous les échelons, évidemment, des espaces de dialogue qui existent. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique qui permet de mettre les collectivités, les exécutifs des collectivités autour de la table. Il y a des contractualisations qui existent entre la région et des territoires comme les intercommunalités, les pays, les PETR, donc qui permettent aussi de fixer des orientations fortes en la matière. Et par exemple, on a fait en sorte que 20% de l'argent que la région peut apporter à ces territoires soit orienté directement sur l'efficacité énergétique et sur la biodiversité, de manière à pousser ces sujets. Il y a eu en quelques années une évolution assez forte. Il faut sans doute aller encore plus loin et ça fera partie des échanges à venir. Et puis parce que cette coordination nous semblait avoir besoin d'un autre élément de méthode, c'est pour ça qu'on a créé la COP régionale, qui est aussi un cadre de coopération
entre tous les échelons, mais je dirais même pas seulement entre acteurs publics, aussi avec les acteurs privés. On a mis en place des coalitions d'acteurs qui travaillent sur des sujets très concrets. Je vous donne juste un exemple d'une charte qui a été signée et qui engage la métropole d'Orléans, la métropole de Tours, mais aussi l'ONF, les acteurs de la production de bois énergie, les associations de la protection de l'environnement, et ils ont ensemble signé une charte d'amélioration des pratiques d'exploitation du bois énergie, se fixant des ambitions en région, des ambitions au-delà de ce que les règles de la loi peuvent fixer. Donc c'est un engagement volontaire et c'est le fruit d'un travail commun entre tous ces acteurs-là. C'est la voie aussi pour avancer sur des sujets que de réussir à mettre tout le monde d'accord au plus haut, sur la plus haute ambition. Voilà, et donc c'est ce que permettent les coalitions de la COP. Voilà quelques éléments de réponse pour la question. Alors, on va poursuivre pour ne pas être trop en retard. Juste un dernier point sur la vapeur d'eau produite par les tours aéro-réfrigérantes des centrales nucléaires. Vous confirmez que ce n'est pas un gaz à effet de serre? Alors, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Hein. C'est fait partie des gaz en fonction de modifier le forçage radiatif. Donc, oui, ça fait partie des émissions comptabilisées au même titre que le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote. Oui, peut-être juste une remarque qui était formulée sur la neutralité carbone, qui suppose que la séquestration soit égale aux émissions. En fait, ça suppose surtout que les émissions diminuent pour qu'un jour la séquestration puisse être équivalente. C'est peut-être comme ça qu'il faut le préciser. Et donc d'abord, la première ambition, c'est de réduire les émissions, parce que la séquestration naturelle ne permet pas de capter l'ensemble des émissions qui sont faites aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est bien ça. Et donc évidemment qu'il y a des enjeux de séquestration par les pratiques agricoles, par les zones humides, par les océans, c'est un peu plus loin de chez nous, mais les émissions n'ont pas de frontières, et que l'enjeu est aussi à cet endroit-là, et qu'il faut y travailler très très activement. C'est aussi un sujet d'adaptation d'ailleurs, mais la baisse massive des émissions, parce qu'il ne faudrait pas laisser à penser que parce qu'on pourrait séquestrer, y compris de manière artificielle, les émissions, on pourrait se permettre de continuer à émettre. Et ce n'est absolument pas le cas, et c'est même tout à fait le contraire qui doit être fait. Peut-être avant de passer à la suite, répondre à une dernière. Tu as coupé ton micro, alors Rémi. Oui, pardon. Ah, désolée. Vous m'entendez? Oui. Oui, peut-être juste avant de passer au témoignage, une dernière réponse aux questions posées, mais on va s'efforcer à répondre au fur et à mesure à toutes les questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Ça, c'est pour Guillaume et Louis. Mais effectivement, quelqu'un a mentionné le plan d'action des collectivités de plus de 20 000 ou 50 000 habitants. La région est en train de finaliser son plan de transition, puisqu'on a, comme Charles Fournier le disait tout à l'heure, on a réalisé un bilan carbone de la collectivité régionale, et donc un plan de transition, donc un plan d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le volet patrimoine et compétences du Conseil régional, et ça inclut les IC. Ce plan d'action va être proposé pour adoption à l'Assemblée régionale en décembre prochain. Donc, on pourra publier ensuite sur le site de l'ADEME ce nouveau plan d'action. Je vous propose qu'on passe à la suite. Site de la COP. Non, sur le site de l'ADEME. Je vous propose qu'on passe à la suite avec des témoignages avec 4 acteurs très engagés sur le territoire régional qui vont nous expliquer comment et ce qu'ils font aujourd'hui sur leurs différents périmètres et leurs champs d'intervention. Et je vous laisse du coup Guillaume et Louis prendre la suite. Merci Laurélie. Oui, effectivement, à l'issue de ce bilan, nous avons souhaité valoriser des initiatives et des actions positives qui se réalisent à l'heure actuelle sur le territoire régional. Donc, on va voir 5 témoignages d'acteurs engagés pour la décarbonation des transports, par exemple, sur le développement des énergies renouvelables, le développement du vrac et de la consigne, ou la décarbonation d'actions d'activités industrielles. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier témoignage de Florence Charrère, qui est directrice générale d'Urbi en Centre-Val de Loire. Bonjour à tous.
Au travers effectivement des différents thèmes qui ont été abordés depuis le début de cette présentation, moi je souhaitais vous présenter les différentes actions mises en place par, d'une part, le groupe La Poste Maison Mère, mais bien évidemment aussi toutes ses filiales pour tout ce qui concerne le transport de marchandises. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau national, La Poste, au global, on a réussi à effectuer une diminution de 20% des gaz à effet de serre depuis 2013. De quelle façon? En mettant en place et en utilisant bien évidemment une majorité de véhicules électriques. Si on se réfère au niveau national, on est à 40 000 véhicules électriques aujourd'hui, dont à peu près 22 000 qui correspondent à des vélos à assistance électrique. Mais aujourd'hui, si on se focalise un petit peu sur la région centre, ça représente au total 1300 à peu près véhicules électriques, qu'ils soient 4 roues, 3 roues ou ce qu'on appelle des quadéos ou des stabis. À travers ces utilisations donc, de véhicules plutôt électriques, on s'aperçoit qu'on fait par mois à peu près 450 000 km. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus ou on tend à faire disparaître l'utilisation des véhicules thermiques. Et tout ça va s'accélérer. Là, on parlait plutôt sur la livraison donc, du courrier, mais cette tendance va s'accélérer aussi sur la partie livraison donc, de colis. Donc là, d'une part, de petits colis, mais pas que. On le verra à la fin de l'intervention sur aussi des volumes et des poids importants. Donc l'objectif à 2025, pour ce qui concerne plutôt les colis, c'est aussi d'arriver à réduire de 30% donc, les gaz à effet de serre, en y incluant, comme je le disais, le colis. Donc le colis, c'est qui? C'est quoi? C'est DPD, Chronopost, qui livrent au quotidien des colis. Et donc là aussi, c'est d'aller vers cette tendance. Et on voit bien que si on prend l'exemple d'Orléans, une enseigne comme DPD aujourd'hui ne livre qu'en électrique sur le cœur de ville d'Orléans. Ce qui est attendu aussi, c'est que chez Colissimo, donc Colipost, là, qui livre vraiment chez le particulier avec une forte augmentation, donc on a une augmentation de 30% donc, du volume des colis, mais en même temps, on s'aperçoit qu'avec cette mise en place de véhicules électriques, on peut atteindre, et on atteint une baisse de 17% au niveau donc, des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment des actions qui aujourd'hui sont prégnantes et importantes au sein donc, du groupe La Poste dans sa globalité. Et puis, effectivement, j'ai pris la direction donc, d'Urbi, qui est une marque, qui est une nouvelle entité donc, du groupe La Poste, avec l'objectif d'effectuer des livraisons donc, du dernier kilomètre uniquement, et là sur vraiment la marchandise lourde, parce qu'on fait uniquement de la marchandise de plus de 30 kilos et essentiellement sur palette, pour les livrer donc, sur le dernier kilomètre, donc là en l'occurrence et aujourd'hui à l'heure où on se parle, sur uniquement les métropoles, donc entre autres Orléans et Tours. Et donc l'objectif là, cette fois-ci, c'est d'être en 100% décarboné, et donc notre typologie de véhicules utilisés va du véhicule électrique, mais là sur des gros volumes, sur des porteurs, donc des 12 tonnes, des 16 tonnes, donc tout électrique, mais aussi sur des véhicules plus petits au gaz vert, dans la mesure où s'il y a des stations présentes bien évidemment sur les territoires et les lieux sur lesquels nous livrons, mais aussi c'est d'intégrer dans cette mode de livraison des modes doux avec l'utilisation donc de vélos cargo, c'est-à-dire des vélos qui sont aujourd'hui en capacité donc de livrer sur les cœurs de ville, donc les cœurs, on va dire les centres historiques des villes, des marchandises lourdes telles que de la palette. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un enjeu fort et un objectif fort de continuer à réduire donc, ces gaz à effet de serre en utilisant donc, un maximum de véhicules, donc, pour le redire, électriques, gaz vert, sont les deux axes vraiment sur lesquels La Poste s'engage.
Merci Florence pour ce témoignage. On voit que c'est vraiment un sujet important, notamment pour tout ce qui est le transport, qui était un poste significatif du bilan. Donc avec ces efforts qui sont faits dans le déploiement sur le dernier kilomètre, mais après également des engagements de la Poste sur la logistique de plus longue distance. Donc des perspectives intéressantes de réduction des émissions sur ce sujet-là. Je vous propose peut-être de passer au second témoignage désormais, qui va être de Raphaël Mercé, qui est animateur d'énergie partagée en région Centre-Val de Loire. Exactement. Donc effectivement, je suis animateur pour une association qui s'appelle Énergie partagée. Et en fait, la question à l'origine, c'est comment est-ce que des citoyens peuvent se mettre à 10, 20, 30, 50, une centaine de citoyens, même parfois 1000, et décident de se mettre ensemble et se regrouper en disant « Allez, on va monter un projet localement qui a du sens ». Donc au départ, la dynamique a commencé à Tours avec un premier collectif qui a monté une toiture photovoltaïque sur le lycée Vaucanson. Bon. Ça donnait l'idée à un autre collectif de faire un projet encore plus grand, et puis aujourd'hui on est à 22 collectifs sur toute la région centre qui se lancent dans des projets d'énergie renouvelable. Alors il n'y a pas que de l'électricité, bien sûr il y a du photovoltaïque, il y a de l'éolien, il y a de l'hydroélectricité, mais il y a aussi des projets de méthanisation, un projet de méthanisation citoyen avec un groupe d'agriculteurs qui se mettent ensemble et décident de monter un projet. Et puis il y a aussi des projets de chaleur avec du bois énergie, et on pense toujours au bois énergie, il n'y a pas que ça, il y a aussi du solaire thermique et de la géothermie, on peut en faire partout en région. Et donc l'ensemble de ces collectifs citoyens se disent, bon, on y va, on monte un projet qui a du sens. Et ce faisant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mettent à co-construire avec le territoire. Donc ils vont commencer à se rapprocher des collectivités, se rapprocher des personnes qui sont responsables des plans climat. Ils vont commencer à aller chercher quelle est la logique du territoire, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs. Et on aboutit à des projets qui ont du sens. Du coup, comme ces projets ont du sens, on se retrouve à avoir une implication sur les gaz à effet de serre qui est sans doute plus importante, je ne sais pas encore le mesurer, hein, mais sans doute plus importante parce que ce sont des projets qui ont un ancrage local. Les porteurs de projets vont essayer de travailler avec des entreprises locales, vont construire avec les collectivités, vont s'intéresser au bilan carbone des entreprises, au bilan carbone des matériaux utilisés. Ils vont commencer à se poser des questions sur les conséquences de leur projet sur leur bassin de vie. Et donc, en plus de ça, il va y avoir une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que ces projets vont nécessiter de communiquer autour, d'impliquer de plus en plus de citoyens pour que les projets puissent se financer. Donc de faire de la communication auprès des écoles, des communications dans des lieux publics, etc., etc. Donc inévitablement, ça va inciter le projet à se confronter aux citoyens, à répondre aux questions du grand public, à se remettre en question en permanence. Et puis dernier point vraiment qui a une importance assez nette, c'est que comme il s'agit de projets locaux, montés par des entreprises locales et que la propriété des projets sont dans les mains des citoyens locaux, eh bien, les retombées économiques restent locales. Donc, quand les collectivités arrivent à rentrer dans ces projets-là, quand les citoyens sont dedans, eh bien, ensemble, ils se retrouvent avec les retombées économiques de ces projets qui ne quittent pas le territoire. Et un projet citoyen, c'est 2 à 3 fois plus de retombées sur le territoire qu'un projet classique. Donc, ça veut dire que, ensemble, les citoyens et les collectivités peuvent se dire, bon, on fait quoi de ces retombées économiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas financer de l'animation en lien avec la sobriété? Est-ce qu'on ne peut pas financer des balades thermographiques pour identifier les maisons qui ont prioritairement besoin d'isolation? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place toute cette sobriété qu'on a du mal à financer? Donc voilà l'idée d'énergie partagée, et on est une association, moi je suis animateur en région centre. Et si vous avez envie de monter un collectif, si vous avez envie de vous lancer dans des projets citoyens et creuser cette question-là, eh ben, on est là pour accompagner en fait, tout collectif citoyen et toute collectivité qui a envie de monter des projets. Voilà. Merci Raphaël. On voit bien tous les co-bénéfices qu'il peut y avoir en termes de sensibilisation ou de stimulation de l'économie locale. Du coup, votre association, c'est un rôle de facilitateur pour l'élaboration de ces collectifs-là, si je comprends. Oui, tout à fait. Moi, je fais émerger les collectifs dans toute la région. Et puis j'ai des liens forcément avec l'ADEME et avec le conseil régional. Le conseil régional a mis en place des aides
financière pour que les collectifs citoyens puissent être soutenus. Et puis il y a tout un tas de formations, il y a tout un tas de tuyaux, de réseaux. C'est tout un réseau de tous ces collectifs qui se refilent les bonnes façons de faire et mutualisent aussi le travail qui est réalisé. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Très intéressant retour d'expérience sur ce travail collectif et ces initiatives positives. Merci. Sur le prochain partage d'expérience, on va donner la parole à Claire Dupont, qui est fondatrice de Autour du Vrac, donc une structure qui réalise des projets d'économie circulaire et notamment autour de la consigne. Claire, est-ce que vous êtes avec nous? Là, vous m'entendez? Oui, ça y est, Oui. je vous entends. En mettant le micro, ça marche mieux. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, effectivement, moi, j'ai monté une épicerie vrac en 2016 à Tours. Je fais partie aussi d'un réseau, donc ça, c'est important de le dire parce qu'on est nombreux en France à monter des épiceries vrac. En région, on est à 34 commerces vrac à Tours. Ça se développe. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut encore aller plus loin sur le vrac. Le vrac, pour tous ceux qui ne savent pas, ce sont des commerces qui ne font que de la vente sans emballage. Donc, l'idée, c'est d'économiser et d'arrêter d'acheter du suremballé. J'ai fait pour cette petite soirée un petit calcul par rapport à une année complète de vente. Par exemple, les pâtes que je vends en vrac, alors moi je suis une pasta fan, donc j'ai énormément de choix sur les pâtes. En 2020, j'ai vendu plus de 3000 kilos en pâtes, ce qui fait que si on faisait un petit calcul, disons que les gens auraient acheté des pâtes emballées de 500 grammes, ça fait une économie de plus de presque 180 kilos de plastique d'évité, parce que les gens sont venus avec leur contenant. Et donc, ils n'ont pas eu de production plastique. Pareil, sur les céréales du petit déjeuner qui sont achetées dans les grandes surfaces ou autres, il y a un plastique plus un carton. Là, ça fait une économie à peu près de 216 kilos de carton et plastique qui disparaissent des poubelles jaunes. Et l'autre exemple, c'est que dans le vrac, on peut aussi vendre du non-alimentaire. Et le non-alimentaire, ça va être les shampoings, les lessives, les produits ménagers, des choses comme ça. Et là, les bidons plastiques, en faisant ce petit calcul, c'est presque 1800 kilos d'emballage, parce qu'un flacon plastique, c'est hyper lourd. Et donc, c'est presque 1800 kilos qui ne sont pas allés dans la poubelle jaune avec une épicerie comme la mienne. Donc, si je multiplie par les 34 autres commerces et tous les rayons vrac qui existent aussi chez les Biocoop ou même qui se développent dans les autres GMS, ce qui est très bien, on peut vraiment réussir à réduire nos déchets et donc en amont réduire nos quantités de CO2 parce qu'on ne fabrique pas. Il faut savoir par exemple que sur une brosse à dents qui pèse 1,2 g, il y a une production en effet de serre, enfin en CO2 en amont pour la fabrication, et pareil après pour la destruction, le recyclage et autre chose. Donc voilà, ça c'est le travail du vrac, donc on essaie de le développer de plus en plus. Et il faut pour ça avoir le soutien des mairies, des collectivités, parce que la difficulté toujours c'est de trouver des locaux. Et ma deuxième activité, c'est d'essayer de remettre en place sur Tours et sa région la consigne. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Reboot. On est actuellement en pleine expérimentation avec l'ADEME et Citeo pour une étude de faisabilité. Là, notre expérimentation est en cours, elle s'arrêtera en décembre. On a récolté plus de 3000 bouteilles et notre calcul, c'est que plus de 3000 bouteilles récoltées, c'est presque 400 kilos d'émissions de CO2 économisées. À partir du moment où on récupère ces bouteilles, on les lave et on les réemploie. Tout ça, c'est pareil, c'est aussi avec donc, des partenaires privés, Hugues et Ben, parce qu'il faut monter une station de lavage. Une station de lavage, ça permet aussi de créer des emplois non délocalisables. Et au-delà aussi de l'économie de CO2, je mélange un peu toutes les infos que je voulais vous donner. Il y a aussi l'économie d'eau
l'économie d'énergie, parce qu'on ne fabrique plus de bouteilles, on réutilise ce qui est déjà existant. Ça existait bien avant, il y a longtemps, on l'a supprimé parce que les industriels ont préféré payer une taxe plutôt que de continuer le système de consigne. Je pense qu'il est important de revenir à ce bon sens et d'arrêter de jeter un matériel qui est réutilisable presque à l'infini. Et tout ça, et c'est une sensibilisation qu'il faut faire auprès des collectivités, des citoyens, et c'est ce qu'on est en train de faire avec le projet Reboot et Hugues Eben sur la région. Et pareil, ces projets de consigne existent dans toutes les régions, donc il n'y a aucune raison que la région centre soit à la ramasse et en retard sur ces projets et de vrac et de consigne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit effectivement que c'est un projet qui va contribuer à réduire des émissions sur la fabrication des contenants, donc soit du verre, du plastique ou du carton. Également aussi réduire le fret et les déchets. Donc c'est vraiment ah oui, le fret, bénéfices. Le transport, tout à fait. Ouais. Je peux me permettre un petit mot peut-être pour dire que j'ai rencontré récemment le réseau VRAC et que nous allons vers à la fois une convention à l'échelle régionale pour justement accélérer le déploiement du VRAC, et pour aller encore plus vite, on a mis en place une coalition, en tout cas elle vient d'être déposée par le réseau, une coalition dans le cadre de la COP pour justement donner un coup de force et mettre autour de la table tous celles et ceux qui seraient nécessaires pour aller plus vite, parce que la région a effectivement pas forcément une région en avance. Notre pays est un pays plutôt en avance si on compare à d'autres pays européens, mais si on regarde par rapport à ce qui est nécessaire, il faudrait aller plus vite. Donc il y a une ambition assez forte sur le déploiement du VRAC en région. Voilà, et donc je voulais le dire à ce moment-là. Super, merci beaucoup. C'est vrai que ça va être top, ça. C'est bien. Merci. Merci Florence, merci pour ces compléments, Monsieur Fournier. Sur le quatrième témoignage, ça va porter sur l'amélioration des process industriels, la décarbonation des process industriels. Notre participant, c'est Monsieur Guillaume Salmon, qui est directeur industriel à Swiss Chrono. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre structure et quel est votre engagement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Centre-Val de Loire? Oui, bonsoir. Merci de m'inviter, ravi d'être parmi vous pour vous expliquer un peu ce que l'on fait et notre projet. Donc Swiss Chrono, c'est un groupe, donc nous on fait partie d'un groupe familial de plus de 5000 personnes sur 10 sites à travers le monde. On fabrique des produits dérivés du bois, donc essentiellement des panneaux bois, donc panneaux de particules, panneaux USB ou panneaux médium, MDF. Le site de Swiss Chrono, donc en France, est installé à Sully depuis 1988. Donc on est 400 personnes sur le site. On génère à peu près 1000 emplois indirects dans la région. On est l'unique fabricant d'OSB. Donc on a 2 lignes de fabrication sur le site. OSB, on est l'unique fabricant en France. Et panneaux de particules. On fait à peu près 800 000 mètres cubes par an de panneaux, à peu près moitié-moitié entre l'OSB et le panneau de particules. Voilà, c'est une fabrication, c'est du process lourd, hein, c'est du 5-8, c'est des chaînes qui ne s'arrêtent jamais, des presses, voilà. C'est un process qui est très énergivore. Hein, on a une consommation énergétique de l'ordre de 400 gigawatts à l'année sur la partie thermique. Voilà, donc l'énergie est un vrai sujet dans notre process et au quotidien. Et donc le projet que vous vouliez présenter, c'était justement sur la décarbonation de ces process énergétiques. Tout à fait, exactement. Donc on travaille sur un projet qu'on appelle Green Energy. C'est un projet de transformation énergétique et industrielle. Donc sur notre process OSB. En fait, on a toute une partie du process, le process de séchage, qui est la partie la plus énergivore du process, qui présente un certain nombre de problèmes. Donc, on a une installation de production d'énergie qui est obsolète et donc peu performante. On a une problématique aussi d'émissions de poussière, notamment, qui est liée à ce process qui est également de séchage, qui est également obsolète.
Donc le projet consiste en fait à revoir toute cette partie du process et la production d'énergie. Donc des sécheurs basse température qui nous permettent de mettre en place vraiment tout l'état de l'art en termes de production d'énergie, donc qui nous permettent d'utiliser des condenseurs et donc d'utiliser la chaleur des fumées pour faire une étape de pré-séchage. Donc ça, c'est sur la partie process. Sur la partie énergie, on va donc remplacer tous nos brûleurs actuels par une chaudière biomasse de 60 MW qui va nous permettre en fait de substituer la part gaz de notre mix énergétique. Aujourd'hui, dans notre mix, on a à peu près 40% de gaz. Okay, donc le projet est de substituer cette part fossile d'énergie par de la biomasse, biomasse produite sur le site, générée par le process, donc process fabrication d'OSB et de panneaux de particules. Donc ça va nous permettre de substituer cette énergie fossile qui représente environ 30 000 tonnes de CO2 par an et de substituer cette part-là par de la chaleur biomasse. Voilà, donc on travaille avec Dalkia, qui est notre partenaire sur le projet chaudière. C'est un projet, la chaudière, c'est un projet d'environ 50 millions d'euros. Sur le reste du process, c'est à peu près 60 millions d'euros, donc plus de 100 millions d'euros sur ce beau projet. On travaille avec Dalkia donc sur l'ingénierie et plus tard sur l'exploitation de cette chaudière. L'objectif, c'est de ne fonctionner qu'avec de la biomasse ou quasiment que de la biomasse. Il y a toujours une part gaz qui est liée au démarrage, voilà, on va dire technique, qui représente quelques pourcents du mix énergétique, mais l'objectif est vraiment d'utiliser la biomasse comme combustible. En termes de timing, on prévoit un démarrage de l'installation fin 2023. Voilà, donc on travaille sur l'aspect autorisation, sur l'ingénierie, voilà. Voilà, donc c'est un beau projet, c'est notre projet du moment qui va nous permettre aussi, et c'est important, de développer la production d'OSB. Donc l'OSB, c'est un produit qui a le vent en poupe, notamment sur tout ce qui est construction, méso-sature bois. Voilà, donc c'est un matériau renouvelable qui est vraiment dans l'air du temps et qui s'inscrit complètement dans le sujet. Donc ça va nous permettre de développer aussi et d'augmenter, le projet c'est d'augmenter de 30% notre capacité de production d'OSB. Alors l'OSB qui est produit avec le bois local, hein, c'est un produit qui vient d'un rayon de 180-200 km aux alentours, 100%, pas de bois d'import, voilà. D'accord, très bien. Donc le bois de construction qui permet aussi de réduire l'empreinte carbone de la construction des bâtiments. Tout à fait. Donc il y a vraiment différents impacts sur les émissions du territoire et ça permet donc de maintenir de l'emploi industriel et de créer de l'emploi industriel tout en réduisant les émissions associées à ces activités. Exactement. Donc vraiment une belle initiative également. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Au-delà des associations et des acteurs privés qui s'engagent sur le territoire, un autre acteur qui agit, ça va être les collectivités territoriales. Donc, je vais vous proposer, M. Fournier, de présenter l'engagement en termes d'exemplarité de la région au cours des dernières années, les différents projets qui ont été mis en œuvre dans ce cadre-là. Oui, alors peut-être d'abord, je ne vais pas parler au nom de toutes les collectivités, évidemment, mais dire que les acteurs publics sont majeurs face à l'enjeu qui est le nôtre à tous les étages, et les collectivités doivent prendre leur part, et je crois même qu'elles doivent prendre une part peut-être encore plus grande dans le moment dans lequel nous sommes, face à des engagements des États qui ne sont pas toujours à la hauteur. La région a initié un certain nombre de démarches, continue de le faire, essaye d'adapter ces démarches au regard de la marche qu'il faut franchir. Et quand on voit le bilan carbone, quand on voit les résultats de la COP26, évidemment qu'on essaye d'imaginer toutes les solutions pour aller encore plus loin. La première, c'est d'abord une affaire de méthode. Et nous avons pu nous rendre compte que toutes les politiques publiques
Jusqu'à maintenant, quand on fait l'addition des résultats, ça ne nous met pas sur les trajectoires. C'est parce que parfois, il y a des actes contradictoires. C'est qu'il n'y a pas forcément une cohérence d'ensemble dans toutes les interventions. Et l'état d'esprit de la COP régionale, c'était de mobiliser tous les acteurs d'un territoire, les parties prenantes, puisque c'est ça une COP à l'échelle mondiale, autour de l'action. Comment réussir à l'action? Évidemment, je crois qu'il faut que chacun sorte de ses couloirs et que nous confrontions les points de vue, que nous mettions d'accord sur des sujets pour pouvoir avancer plus vite. C'est l'état d'esprit global de cette COP. Ça se passe par des coalitions d'acteurs. Il y en a 40 aujourd'hui qui sont en place et qui visent à se saisir de sujets sur lesquels aujourd'hui on n'avance pas assez vite, on n'avance pas avec la bonne méthode, on n'est pas tous d'accord pour essayer d'atteindre des résultats. Quelques exemples, j'en ai donné un tout à l'heure sur le bois énergie, mais je pourrais parler des énergies renouvelables aujourd'hui et de tous les débats, confrontations, conflits qu'on peut connaître autour de ces sujets. Plutôt que de les ignorer, il faut pouvoir s'y atteler. Donc, on a des coalitions qui travaillent sur les enjeux de biodiversité et d'énergie renouvelable, la manière d'approcher ces sujets et de les ancrer dans les territoires. Et donc, on a tout cet exercice qui est fait entre les acteurs. On a des coalitions sur les matériaux biosourcés. Ça me permet de répondre à une question dans le chat sur la valorisation du chanvre. Pour que l'on ait une valorisation des matériaux biosourcés, il faut organiser la structuration des filières. Et la région se mobilise assez fortement pour financer, pour aider à la structuration de ces filières, de la production jusqu'à la distribution dans les territoires. Si on prend l'exemple du chanvre, une bonne partie, la production est assez faible dans notre région, mais on n'a pas d'outil de transformation. Et donc, du coup, ça part pour revenir ensuite pour être utilisé. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut aussi là-dessus organiser des circuits de proximité à chaque fois que c'est possible. Et donc, on a des filières à potentiel dans la région qu'il faut pouvoir structurer avec toujours le souci, néanmoins, d'un équilibre et qu'il ne faut pas abîmer. Nos terres agricoles doivent d'abord servir à nous nourrir avant de produire de l'énergie ou de produire des matériaux pour l'isolation. Donc, il faut trouver les bons équilibres et c'est évidemment avec ce raisonnement que travaillent ces coalitions. Nous avons des coalitions, nous en aurons sur le vrac, ça a été évoqué tout à l'heure, qui vont permettre de donner un coup de boost à ce sujet qui est émergent dans notre région. Bref, à chaque fois qu'il y a des sujets un peu importants, on met autour de la table les acteurs. Je le dis, ces coalitions, elles sont créées aussi sur l'initiative de ces acteurs. Ce n'est pas la région qui les impose. Parfois, elle se saisit elle-même de sujets, mais il y a une coalition autour du fret ferroviaire qui a été initiée par le Césaire, par exemple, qui permet de travailler autour de ces sujets ô combien importants dans la région. Et donc, au bout des travaux de ces coalitions, il y a des engagements concrets. Et ces engagements concrets sont inscrits dans le cadre de cet accord de la COP régionale qui permet de faire avancer les sujets. Je le précise, qu'il y avait une question tout à l'heure, quel plan pour la région pour réduire les émissions et les diviser par 5 ? Encore une fois, la région peut pas tout, mais nous sommes en train de travailler sur des trajectoires précises par domaine, transport, économie, agriculture, et tous les engagements qui seront pris dans la COP devront évidemment être cohérents avec ces trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des impacts écologiques. Donc ça, c'est ce que nous pouvons faire évidemment de notre côté. Je voudrais parler de l'économie sur laquelle nous déployons des outils importants dans les mois à venir. Certains sont déjà lancés. On a lancé, par exemple, un appel à projet sur la relocalisation et la reterritorialisation de l'économie. Mais nous allons aussi créer un accélérateur de transition écologique permettant à des entreprises, des cohortes d'entreprises, de travailler ensemble pour s'engager dans une transition accélérée, plus rapidement peut-être qu'elles ne l'avaient imaginé, et en fournissant à ces entreprises toute l'ingénierie nécessaire. Je le dis, ça a été évoqué tout à l'heure, pour que cela soit possible. Bien souvent, les PME, PMI n'ont pas ces ressources-là, et donc on essaye, nous, de les rendre disponibles, de travailler à accompagner les entreprises de leur bilan carbone jusqu'à l'élaboration de stratégies et la mise en œuvre de projets concrets. C'est également la création d'un CAP. La région a des dispositifs de financement qui s'appellent les CAP, et d'un CAP pour accompagner la transition, peut-être avec une modalité très différente de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas aider ponctuellement les entreprises,
c'est les aider dans des process de transformation, comme je l'expliquais, du bilan jusqu'à l'action, en regardant évidemment ce qui légitimement peut être financé ou pas, mais ça fait partie des outils qui sont en train d'être mis en place et qui vont l'être dès 2022, dans ce mandat. Dire également que dans le cadre de la COP, nous avons mis en place un appel à manifestation d'intérêt et que nous avons reçu 39 projets qui permettent là aussi d'accompagner des collectivités, des associations, des entreprises dans leur démarche de transition. C'est aussi là de l'ingénierie qui est mise à disposition, du financement concret à chaque fois que c'est nécessaire. Quelques mots sur la question de l'économie circulaire qui a été évoquée plusieurs fois dans les échanges. La région a une responsabilité avec l'ADEME autour de ces questions. Donc nous soutenons des projets, nous soutenons évidemment la mise en œuvre de ces projets financièrement. Et je voudrais juste donner un exemple qui est en train d'émerger, qui me paraît assez intéressant. C'est la structuration d'une filière d'économie circulaire du vélo. Vous savez combien le vélo se développe dans notre région, y compris le vélo du quotidien, et nous avons de vraies difficultés pour accéder à des pièces, pour accéder à des vélos tout simplement. Et donc on est en train d'organiser avec des acteurs tourangeaux qui vont le porter à l'échelle régionale, la structuration d'une filière d'économie circulaire du vélo. Ça me paraît être à la fois de l'activité économique et en même temps extrêmement pertinent par rapport aux enjeux que nous nommons aujourd'hui. Vous dire aussi que nous travaillons sur la transition agricole. La région est un petit financeur dans le champ global des financements qui existent, mais nous sommes en proximité. Et donc, nous travaillons pour des transitions vers les pratiques d'agroécologie et nous avons pour outil notamment le déploiement dans tous les territoires des projets alimentaires de territoire qui sont des outils de proximité qui permettent de travailler sur production, sur consommation et d'associer consommateurs et acteurs des filières dans les territoires. C'est assez complémentaire. C'est aussi comme ça que les pratiques vont se transformer. Et puis, évidemment, on tire la commande, notamment à travers nos lycées dont nous avons la responsabilité pour fournir des repas en produits locaux, bio, dans nos lycées pour essayer d'accélérer ça. C'est un exercice qui n'est pas si simple. On en parle depuis longtemps, mais la mise en œuvre s'avère évidemment assez complexe, mais c'est un enjeu sur lequel on peut agir directement et on peut entraîner aussi d'ailleurs des collectivités avec. Je voudrais juste dire, je ne peux pas tout citer, mais vous dire qu'on travaille aussi sur des aspects changement culturel. Parce que, encore une fois, on peut avoir plein de belles initiatives, mais on voit bien que c'est collectivement qu'on va réussir et qu'il y a besoin d'ancrer ce changement culturel. Il y a besoin de comprendre ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'on a mis en place un GIEC régional, qui était un conseil scientifique, mais qui va devenir un GIEC régional, avec 25 chercheurs de notre région pour éclairer la situation d'aujourd'hui, pour nous aider, mais aussi pour vulgariser le sujet, le porter à connaissance des habitants de cette région. Travailler sur le changement culturel, c'est aussi travailler avec les jeunes, les lycées, en déployant des COP, des budgets participatifs dans nos lycées autour des enjeux du climat. C'est une vraie façon de mobiliser autour de ces questions. Et puis, une politique autour de l'éducation tout au long de la vie sur les enjeux du climat va se mettre en place et c'est une de mes collègues qui en aura la responsabilité. Et puis, je voudrais citer une action aussi originale, mais qui, de mon point de vue, est tout à fait importante. C'est le soutien aux acteurs culturels qui travaillent sur culture et résilience. Nous avons eu là un appel à projet de la même manière avec de nombreux projets qui permettent aux acteurs culturels aussi de mettre toute leur capacité de création au service de l'imaginaire de transformation. C'est quoi le monde de demain? Comment il va pouvoir se mettre en place? Nous avons besoin aussi des acteurs culturels pour faire ce pas, pour imaginer que peut-être on vivra avec moins, mais qu'on peut vivre mieux. L'exercice n'est pas si simple que cela et on voit bien qu'on bute sur cet aspect-là. Donc, culture et résilience, c'est aussi un enjeu très fort. Je pense à l'exercice fait autour du Parlement de Loire à Tours avec le pôle des arts urbains, mais aussi la création d'un opéra de la transition. Bref, on a une matière assez riche là-dessus. Et puis, je termine par un dernier point. Tout ce que nous racontons là, et je crois que la COP a au moins une vertu, elle en a plusieurs, mais elle en a au moins une importante, c'est qu'elle crée une obligation collective. C'est parce qu'elle existe, nous devons réussir, nous fixons aussi des objectifs et ils seront évalués. Ils seront évalués avec un cadre d'évaluation qui a été élaboré, qui est précis. Nous aurons aussi, comme nous l'avons eu dès le début, des panels citoyens pour
vérifier ce qui a été fait, là où nous en sommes, parce que je crois qu'il faut une transparence totale, il faut une dynamique collective totale. C'est à ce prix-là que nous y arriverons. Moi, je n'ai pas toutes les solutions en main, loin s'en faut, personne ne les a tout seul. Je crois que nous sommes dans un moment où il y a un sursaut collectif qui est indispensable et il passe par des méthodes de gouvernance partagée, de pratiques communes, et c'est vraiment l'état d'esprit en tout cas qui nous anime, même si tout n'est pas parfait et qu'on trouvera toujours le point évidemment qui achoppe. Et maintenant, c'est parce qu'on va discuter, qu'on sera autour des mêmes tables, qu'on pourra faire bouger toutes ces lignes. Voilà en quelques mots le rôle de la région et ce que nous entreprenons pour accélérer les processus actuels. Merci pour ce dernier témoignage donc sur l'action de la région. Je vous propose maintenant de passer peut-être un temps de questions-réponses. Laure Émilie, Géraud, si vous avez vu des questions dans le chat. Oui, merci beaucoup. Alors, ouais, allez-y. Il y a notamment des questions, Charles, pour vous, sur les aides directes apportées aux particuliers pour les accompagner dans leurs actions de transition. Alors, sur les particuliers, on a pour l'instant plutôt déployé des outils, des sortes de coachs individuels. On avait notamment développé une application pour pouvoir faire des démarches individuelles pour changer son alimentation, changer ses modes de déplacement. On a des dispositifs d'intervention autour de l'efficacité énergétique de l'habitat, avec la mise en place d'un écosystème important avec des guichets pour accéder à la rénovation thermique, mais aussi toute l'ingénierie d'accompagnement du diagnostic jusqu'à la réalisation des travaux, et avec un système de prêt qui est avec une banque régionale, une sorte de banque régionale que nous avons créée. Donc ça touche directement les habitants. Et puis nous avons prévu, ça devait être lancé là, mais ça a été reporté et assez perturbé, période assez perturbée, un budget participatif pour les habitants, comme l'a fait la région Occitanie, qui, ce budget s'appelait en Occitanie « Ma solution pour le climat », avec l'idée de pousser des projets non pas forcément individuels, mais des projets collectifs de citoyens, pour que chacun trouve sa place. Pas tant parce que nous considérons que les gestes de chacun suffiraient, que la somme des gestes de chacun suffirait. On sait très bien que c'est aussi une affaire de rapport de force avec les plus grands émetteurs. Ce n'est pas la somme des éco-gestes qui va suffire. Mais par contre, on pense que ce moment historique dans lequel nous sommes nous invite à trouver toute notre place, et que le fait de pouvoir agir est aussi une manière d'éviter l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, elle est générée par la situation, mais aussi par le sentiment d'impuissance. Et donc, le budget participatif, c'est une voie pour se sentir partie prenante de choix qui peuvent être faits. Et puis enfin, je termine deux autres exemples. Celui cité par Raphaël Mercé, qui permet d'être acteur de la production d'énergie. C'est aussi de l'apport. La région, quand il y a un citoyen amène 1 euro, elle amène 1 euro en face. C'est le dispositif que nous avions mis en place. Et l'autre point, nous avons créé avec une banque un compte épargne citoyen qui permet de mobiliser l'épargne citoyenne vers des projets dans le cadre de la COP régionale. C'est aussi une façon d'agir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir un compte épargne. Ça s'appelle Coopérer pour ma région, et c'est porté par le Crédit Coopératif et la région. Et donc, voilà un moyen aussi d'agir. Il y a plein de moyens d'agir pour les citoyens. Nous, on les aide dans leur transition à travers les exemples que je vous ai donnés, mais chacun peut aussi aider la transition plus globale. C'est tout l'intérêt. Voilà quelques exemples sur ce que la région peut faire pour accompagner. Et évidemment, dans les communes, il y a aussi des propositions, et dans les intercommunalités. Merci Charles. Il y a une autre question sur. Il s'agit de savoir si les subventions de la région sont conditionnées aux objectifs de réduction de CO2. Oui, alors il y a des conditionnalités pour les financements de la région, mais elles ne sont pas assez en corrélation avec l'enjeu CO2 et d'autres enjeux, d'ailleurs dans des enjeux sociaux. Et donc nous avons prévu pour cette mandature de rehausser ces conditionnalités. Moi je le dis, les conditionnalités, ça fonctionne souvent de pair aussi avec l'incitation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois contraindre et que des règles de l'usage de l'argent public soient justes, mais il faut aussi donner envie, inciter. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des dispositifs comme les accélérateurs, comme les bonifications dans le cadre de financement. Donc, c'est le paquet de l'ensemble qui fonctionne. Ce n'est pas simplement la contrainte, c'est la contrainte et l'entraînement. Et nous allons travailler à rehausser, même si l'exercice n'est jamais très simple,
mais en tout cas sur les trajectoires CO2, c'est indispensable aujourd'hui de le faire. C'est évidemment une question quant à notre avenir, donc on va travailler au rehaussement de ces conditionnalités. Il en existe déjà, je précise évidemment, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je propose que l'on passe à la suite. On répondra dans le chat aux questions qui n'ont pas encore eu de réponse. Peut-être juste, je vais répondre à Claire qui a posé 2 fois la question sur les tomates dans les cantines. Ah oui. Alors, s'agissant des cantines de toutes les écoles de la région, je ne pourrais pas vous répondre. En revanche, au niveau des lycées, il y a un travail important qui a été fait pour pouvoir justement réduire l'empreinte carbone de tous les aliments achetés et essayer de gaspiller le moins possible d'aliments. Donc, je ne pense pas qu'il y ait encore des tomates. En tout cas, clairement, on a un plan d'action très précis aujourd'hui et qui sera proposé à l'Assemblée régionale en décembre, visant vraiment à réduire l'impact de la restauration collective des lycées. Voilà. Et donc, a priori, on ne devrait pas avoir de tomates en hiver. Je vous propose de passer rapidement à la suite, mais Charles, vous avez déjà largement présenté la COP régionale, donc je vais aller très très vite sur les diapos. Néanmoins, ça va certainement apporter quelques réponses à des questions qui ont été posées dans le chat. Dans le cadre de la COP, donc Charles Fournier l'a indiqué, il y a plusieurs manières de s'engager. L'objectif de la COP, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs du territoire, qui viennent à titre particulier ou en tant que professionnel, trouver un moyen d'agir, soit en organisant en s'engageant, pardon, en développant un projet ou répondant à des défis. Et donc, il y a notamment, s'agissant des défis, une plateforme qui s'appelle Déclic qui permet, à titre individuel, en tant que particulier, de relever des défis, zéro déchet, énergie positive, etc. Donc, on vous invite à aller sur la plateforme. Vous pouvez déposer un engagement en tant que professionnel sur le site de la COP et en déposant dans cet engagement-là, ça nous permet de pouvoir vous identifier, vous accompagner, vous mettre en relation avec des membres du conseil scientifique. Charles l'a aussi précisé, il y a des coalitions qui ont été créées, donc il est possible de rejoindre des coalitions existantes. Elles existent sur tous les domaines On a perdu le micro, Laure-Émilie. Merci. À quel moment, Géraud? Il y a 1 minute à peine. D'accord. Je reprends donc, ou à quel moment ça a coupé? Ta dernière phrase. D'accord. Donc, il est possible de rejoindre une coalition ou d'en créer une autre. J'ai entendu tout à l'heure des questions sur la filière chambre. Il est tout à fait possible si vous souhaitez créer une coalition. Et donc, vous pouvez nous contacter sur l'adresse. Juste une précision, on entend le clavier de Charles. Ça a à nouveau coupé tous les micros, Laure. Pourquoi ça s'éteint? C'est vrai. En fait, c'est que le micro de Laure-Émilie n'est pas activé, mais il y a le micro de Charles Fournier qui est activé. Et du coup, j'ai l'impression que vous partagez le même bureau. Donc, quand on coupe le micro du clavier, ça coupe le micro de Laure-Émilie, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, ouais. Autrement? Ok. Très bien. Désolée pour ces petits inconvénients techniques. Donc, je disais que par ailleurs, nous organisons des semaines CAP sur la COP qui ont vocation à permettre à tous les acteurs du territoire qui souhaitent s'engager de soit participer à des présentations, des temps d'échange sur soit des coalitions qui sont créées, soit des retours d'expérience de projets qui ont été mis en œuvre, soit des présentations de dispositifs de financement ou d'accompagnement en ingénierie. Donc, pour être informé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire sur la newsletter de la COP régionale pour pouvoir recevoir ces invitations-là et du coup nous rejoindre pendant ces semaines CAP sur la COP. L'année dernière, on a organisé 30 ateliers sur 3 mois. Donc, du coup, on avait autant des citoyens que des élus, des agents de collectivité, des chefs d'entreprise, salariés, membres d'associations qui ont rejoint ces temps d'échange et de travail collectif. Vous pouvez aussi, si vous organisez des événements sur le territoire, déposer des événements sur le site internet de la COP régionale. Ça nous permet de labelliser cet événement. Ça vous permet, vous, de pouvoir inscrire cet événement et indiquer que cet événement s'inscrit dans les ambitions de la COP régionale. Et nous, ça nous permet aussi de relayer
sur tous nos sites et sur tous nos réseaux du Conseil régional la tenue de cet événement sur les territoires. Enfin, peut-être pour répondre aussi à une question sur les diagnostics. En tant que particulier, il y a, et c'est aussi important, des calculettes qui ont été développées. Il y a notamment Datagir, qui est, pour faire court, une filiale de l'ADEME, qui a développé des outils qui permettent à chaque individu de pouvoir évaluer son empreinte carbone liée à l'ensemble de ses activités, donc toutes les émissions de cet individu, qu'il s'agisse de son alimentation, de ses déplacements, de son habitat, etc. Il y a aussi des outils plus spécifiques qui ont été développés toujours par Datagir, s'agissant de la mobilité, pour bien comprendre quel est l'impact d'un choix de mobilité, de déplacement pendulaire, par exemple. Donc, toutes ces calculettes qui sont assez pédagogiques, hyper pratiques à utiliser, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la COP, sur l'onglet Mon empreinte CO2. Il y a d'autres diagnostics, d'autres outils qui sont à votre disposition pour pouvoir, en tant que structure, vraiment avoir un diagnostic et un point zéro de vos émissions. On a parlé de la méthode bilan carbone qui nous a servi de base sur l'établissement de ce bilan carbone. Il y a aussi d'autres diagnostics plus thématiques, notamment le diagnostic Diater, qui est un outil au service de la performance énergétique des exploitations agricoles. Crimagri, qui est un outil, une démarche de diagnostic énergie-gaz à effet de serre pour l'agriculture et la forêt. Donc, ce sont deux outils qui ont aussi été développés sous la tutelle de l'ADEME et donc qui permettent d'avoir des méthodes qui sont largement partagées. L'intérêt en faisant ces bilans carbone, c'est de vous permettre à chacun de savoir où vous en êtes, de pouvoir définir un plan d'action et aussi d'utiliser des données, des référentiels lorsque vous déposez les dossiers de candidature pour des financements, que ce soit des financements européens ou à des appels à projets français, régionaux, départementaux ou locaux. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce référentiel commun. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la COP régionale. Je vais peut-être juste, avant de vous donner les mots de conclusion, Charles, vous remettre ici, vous projeter le lien vers le site de la COP régionale, vous inviter une fois de plus à aller vous inscrire à la newsletter pour suivre l'actualité. Et puis, une fois encore, avant de vous redonner la parole, Charles, nous mettrons cette vidéo ainsi que le support sur le site de la COP dans la semaine. Et je vous prie de m'excuser pour les quelques problèmes techniques qu'ont pu subir certains, puisque a priori, il y a eu quelques pare-feux qui ont retardé l'arrivée de l'email pour voir la visio. Donc voilà, je suis vraiment désolée de ce problème technique. Vous pourrez retrouver, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, retrouver le début de la séquence dans quelques jours sur le site. Charles, je vous passe le mot. Pour le mot de la fin, eh ben, en tout cas, d'abord, merci à toutes celles et ceux qui ont préparé ça. Merci à tous celles et ceux qui ont posé des questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à tout. J'ai vu aussi les différentes interpellations. Peut-être je voudrais d'ailleurs en profiter pour corriger un propos parce que je ne voudrais pas qu'il soit caricaturé quand j'évoque la transformation culturelle. C'est pas pour dire que chacun à l'endroit où il est, je l'ai d'ailleurs dit, par son petit geste pourrait changer le monde. Et moi, je m'attaque assez fortement à l'endroit où je suis, à ce qu'il est possible de faire bouger, par exemple en interpellant, en participant à une plainte collective vis-à-vis de Total, et c'est notre région qui l'a fait, en essayant de transformer l'économie là où c'est possible, en agissant à tous les endroits. Pour autant, je pense que chacun doit avoir sa place là-dedans. C'est aussi une affaire de justice, mais c'est aussi que nous allons vivre différemment et que ça s'apprend. Et ça s'apprend collectivement et qu'il y a beaucoup de gens qui n'y sont peut-être pas tout à fait prêts et que ça passera aussi par cela. Donc, il ne s'agit pas d'éduquer au sens de dire ce qu'il faut faire, mais bien plutôt comment collectivement on imagine les solutions. En tout cas, moi, je crois profondément à ça. Et en tout cas, c'est la voie qui me paraît être évidemment utile, à côté d'autres voies beaucoup plus de rapport de force et de changement de modèle, évidemment. Et c'est en tout cas l'intention. Vous dire que derrière tout ça, il y aura d'autres étapes. Donc, vous pouvez trouver sur le site de la COP régionale tous les éléments d'information. Vous pouvez recevoir la newsletter, la lettre d'information de la COP pour être tenu au courant. Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour
pour des projets, des volontés, des engagements, des demandes, des exigences. Voilà, nous avons des cadres d'échange, et notamment je pense à l'Assemblée pour le climat et la transition énergétique qui a été mis en place à l'échelle régionale et qui est un espace aussi de dialogue, d'interpellation autour de toutes ces questions. Et puis nous avons chaque année des semaines COP qui nous permettent de revenir dans les territoires, d'échanger, d'ouvrir le débat. Et donc, il y aura prochainement, mais plutôt en 2022, des semaines COP qui permettent aussi de valoriser des acteurs, de valoriser des actions et de continuer cet effort de transformation. La marche est haute. La tâche est difficile, c'est souvent on se confronte à beaucoup de vents contraires, mais en tout cas, voilà, je pense que nous n'avons pas le choix que de rehausser notre ambition, notre exigence, et nous le ferons plus collectivement que dans le seul affrontement. Voilà, même si, encore une fois, il y a des rapports de force qui s'imposent. Merci à EcoAct pour la préparation, la présentation. Merci à Laure-Émilie d'avoir été à la technique, mais elle n'était pas toute seule, il y avait d'autres personnes. Et puis, à bientôt. On essaiera, je crois, de garder le principe de webinaire régulier pour partager ces éléments, parce que je pense que c'est une formule qui peut mobiliser beaucoup de monde en ne consommant pas trop de temps et un peu moins d'émissions de gaz à effet de serre que lors d'un déplacement, même si il y en a quand même quand nous sommes sur le numérique. Une belle soirée à vous toutes et tous et au plaisir, à bientôt.